Bonsoir et bienvenue sur Pop Central. Aujourd'hui, c'est la première et on va parler, comme vous pouvez le voir, de Jurassic Park. Jurassic Park, un phénomène mondial à sa sortie en 1993 qui a défrayé la chronique. Il a été seulement doublé par Titanic quelques années plus tard. Mais revenons ensemble sur ce qui s'est passé en cette année 1993. 1993, Steven Spielberg nous sort un de ses chefs-d'œuvre, Jurassic Park. Le premier film à traiter de dinosaures de manière sérieuse et réaliste, qui va déclencher une frénésie auprès des enfants et se répercuter sous terme de produits dérivés multiples et variés, que ça fasse des jouets, des chaussures. On a du Jurassic Park à tous les étages pendant plusieurs années. Et on va revenir ensemble sur tout ce qu'on pouvait acheter à l'époque comme produits dérivés. Vous allez voir qu'il y avait un choix qui était quand même assez large. Donc on va commencer par de la littérature. À côté du film sont sortis plusieurs comics, des comic books, qui sont assez rares. On a la chance d'en avoir 3, il y en a 4 qui sont sortis, qui étaient édités par Topps Comics. Ici, on en a 3 qui sont encore scellés, ils n'ont jamais été ouverts. Donc là, on est vraiment sur de l'objet de collectionneur. On va pas parler de valeur aujourd'hui, mais si vous voulez aller voir sur eBay ce que ça vaut un peu tout ce qu'on montre aujourd'hui, vous serez sûrement étonné par la plupart des objets qu'on peut trouver. Là, on a aussi quelque chose qui est assez rare, parce que c'est en français, c'est l'histoire originale du film, mais racontée. Et donc, c'était marié à une cassette audio que j'ai là-haut. Hop. Cassette audio qui est racontée par Dominique Paturel. Je ne sais pas s'il y a le point là, j'arrive pas à faire le point, c'est pas grave. Dominique Paturel, qui est une voix française de doublage bien connue. Et les acteurs du film, enfin les voix françaises du film narrent le film, donc c'est comme un audiobook, mais à l'époque. Donc si vous trouvez ça, c'est plutôt très cool parce que c'est un peu une espèce de prolongement du film. On a évidemment la BD. Donc on voit que la BD a été faite avant le film. Comme souvent, les produits dérivés naissent bien avant que le film soit fini. Ce qui fait qu'on a des designs différents. Là, on voit que les Jeeps sont pas du tout comme celles du film, mais que là, ils se sont plus basés sur les designs du livre. Donc on a des grosses différences entre ce qui se passe dans la bande dessinée et ce qu'il y a dans le film final. Donc c'est très intéressant aussi à voir toutes ces petites différences. Et en plus, c'est plutôt bien fait. Ça, on en parlera plus tard. Ensuite, on a évidemment le livre. Il y en avait pour tout le monde, hein, pour toutes les bourses. D'ailleurs, les parents devaient, je pense, être un peu sur les nerfs parce que ça coûtait cher, mine de rien, tout ça. Donc là, on a des très belles illustrations du film. Avec l'histoire qui est racontée en mode résumé absolu. Ça, c'est un des premiers bouquins que j'ai eu quand j'étais jeune, et franchement, l'histoire n'était pas très très bien racontée, mais les images étaient cool. Et là, on arrive sur tout ce qui était, à l'époque, il y avait la frénésie des cartes Panini. Je ne sais pas si vous avez connu ça. Et alors là, on en a là-dedans, on en a dans tous ces trucs-là. Voilà, là, c'est un vrai bonheur, d'autant que certaines sont très recherchées, parce qu'elles montrent des scènes qui en fait sont du backstage, c'est pas du tout les plans qu'on voit dans le film. Par exemple, ce plan-là des explorers qui roulent près du paddock du T-Rex, on les trouvera que dans ce genre de cartes. Pareil pour ce plan à l'intérieur du centre visiteur, dans la salle de contrôle. Donc on a des images exclusives qui n'existent nulle part ailleurs que dans ces cartes. C'est pour ça qu'elles sont aussi recherchées. Encore une image exclusive qu'on ne voit que dans ces cartes. En vrai, je pourrais vous montrer ça pendant des heures, tellement on en a. Là, on a les cartes Topps, donc le même éditeur que le comics. Là, on est sur des copies écran de ce qui se passe dans le film. Là, c'est pas des images backstage. C'est vraiment ce qu'on voit dans le film qui a été transposé sur ces cartes. Et je vais vous en montrer un dernier. Voilà, celui-là. Parce que ça, c'est des cartes qui étaient livrées avec les figurines. Donc avec les jouets, avec chaque jouet, vous aviez une carte comme ça. Donc du coup, on collectionnait les jouets, mais aussi on voulait avoir toutes les cartes. Et là, c'est des illustrations d'artistes, donc c'est pas des images du film.
Et elles sont aussi très recherchées, ces cartes, surtout sur les jouets les plus rares. Et ça, par exemple, c'est une scène qui a été coupée, qui n'a pas été faite dans le film parce que ça coûtait trop cher, avec les ptéranodons, on va en reparler tout à l'heure, et la descente de la rivière en raft, qui a été complètement virée du film au tournage. Donc c'est ça qui est intéressant avec les produits dérivés. Comme je le disais, on a beaucoup de choses qui ne sont pas dans le film, mais qu'on trouve dans les produits dérivés, puisqu'ils sortent, enfin ils sont produits et créés bien avant le film en général. Et là, on avait juste une petite coupure de presse qui explique qu'il y a l'attraction Jurassic Park qui va être créée à Hollywood, la plus grande et la plus impressionnante attraction au monde. Petite anecdote, Steven Spielberg a fait l'attraction, enfin il a été à la première de l'attraction, il a demandé à ce que le bateau s'arrête, parce que donc la fin de l'attraction, le bateau tombe et fait une chute genre de 25 mètres avec donc les passagers à l'intérieur, et lui il supporte pas ce genre de truc, donc il a demandé à arrêter le bateau tout en haut, il est descendu par les escaliers de service, mais il a pas fait la fin de l'attraction, parce qu'il supporte pas les sensations fortes, bizarrement, pour quelqu'un qui fait ce genre de film. On va aller s'intéresser un peu à ce qui se passe derrière nous. Là, on a des éditions originales du livre, dont le film a été tiré. Ce qui est intéressant de voir, c'est que le logo n'était pas du tout le même à l'époque. On avait uniquement le squelette. À savoir que donc le créateur du logo final qu'on connaît tous, c'est le même dessinateur. Universal avait fait un appel d'offres. Et c'est lui qui a gagné. Il avait fait déjà le logo squelette, et c'est lui qui a trouvé le logo final, qui est si connu et qui est devenu une franchise que tout le monde connaît. Je pense que pour trouver quelqu'un qui ne connaît pas Jurassic Park maintenant, c'est un peu compliqué. Casquette originale qui a un peu vécu, mais c'est une casquette donc de 1993. Il y avait des coussins Jurassic Park, comme vous avez pu voir aussi ici. Les patchs, on les a gardés en état, on les a pas mis sur des vêtements, mais pareil, c'est très rare. Et alors là, pour les enfants, à l'école, il y avait tout ce que vous vouliez. Donc là, un carnet de dessin, des classeurs. Il y avait une chaise. Alors nous, on n'a pas la chaise entière, on a juste le dossier. Mais il y avait même des chaises Jurassic Park. C'est quand même un truc de ouf. Quand je dis qu'on pouvait vraiment faire du Jurassic Park du matin au soir dans sa vie quotidienne, c'est pas loin de la vérité. Des puzzles en 100 pièces, donc pas très compliqué, mais limite c'est presque la boîte qui est plus sympa que le puzzle lui-même au final, parce que l'illustration est très sympa. Le set de verre, Saint-Gobain. Ils sont vraiment partout ceux-là. La boîte DVD, évidemment, parce qu'une fois que le film est sorti, alors ça c'est un peu plus tard que 1993, évidemment. 93 c'était plutôt des VHS. Mais elle est très intéressante parce que on a dedans une pellicule originale du film, qui représente la photo qui est au-dessus, qu'on en a deux. Hop là. Donc on a évidemment tout un assortiment de cartables, des trousses Jurassic Park. Des vêtements Jurassic Park, en mode Andy Warhol. Là, on est sur une règle Jurassic Park. C'est vraiment, ouais, on pouvait vraiment tout faire en mode Jurassic Park, c'est un truc de fou. Des crayons. Pardon, j'étais pas en face. Et là, c'est quand même un des trucs qui m'a tué le plus, c'est... Et elles sont encore neuves, des gommes Jurassic Park. Donc vraiment, il y en avait pour tout le monde. Et ce qui différencie Jurassic Park d'autres franchises comme Star Wars, qui est un peu l'autre exemple d'une franchise qui a des milliards de produits dérivés,
c'est que dans Star Wars, vous voyez nulle part marqué la marque Star Wars en fait. Alors que Jurassic Park, le parc ayant le logo du film, vous êtes dans la vraie vie avec des produits qui laissent à penser que le parc pourrait exister en fait. Et pour moi, c'est vraiment ça la grande force de Jurassic Park. C'est ce rapport entre le réel et le film qui... La limite a été un peu atténuée par la production du film, et je trouve que c'est génial, et c'est pour ça, je pense qu'on est autant rentré dedans à l'époque. Alors évidemment, on va parler des jouets, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les jouets. Une ligne magnifique, produite par Kenner. On va commencer par les bébés. En fait, quand vous achetiez les personnages, les humains du film, ils sont là, vous aviez à chaque fois un bébé dinosaure offert avec. Ça, au moins, si vous n'aviez pas l'argent d'acheter les vrais dinosaures, vous en aviez quand même un minuscule. Mais du coup, c'est assez sympa parce qu'ils ont tout un tas de bébés dinosaures qui respectaient les dessins du dessinateur original de Jurassic Park, qui s'appelle Crash McQuarrie, et qui avait fait des designs pour tout un tas de trucs qui n'ont pas été utilisés dans le film, mais qui du coup ont été utilisés dans les jouets. Il y a même une scène avec un bébé Triceratops sur laquelle les enfants du film devaient grimper, et ça a été repris beaucoup plus tard dans Jurassic World. Alors ce qui est intéressant avec Jurassic Park, c'est que les jouets étaient avec une texture qu'ils appelaient Real Feel. Donc c'est du caoutchouc, et c'est vrai que du coup on dirait un peu de la peau, quoi. C'est pas du tout des jouets en plastique dur comme il y a eu dernièrement sur les lignes Jurassic World. Les jouets de l'époque, honnêtement, à mon avis, étaient de bien meilleure facture. Et il y avait le dino damage, voilà, les dinosaures pouvaient se faire manger un morceau comme ça. Sur tous les herbivores, on pouvait, même certains carnivores, vous aviez une partie comme ça détachable. Hop là. Qui laissait apparaître ce qu'il y a derrière. Un peu macabre, mais voilà, c'était sympa pour l'époque. Là, on a un dinosaure qui, pareil, n'apparaît jamais dans le film, qui est un jeune tyrannosaure. Et le tyrannosaure, le roi du film, qui en jouet est magnifique. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les jouets étaient repris directement des moules du film, en fait. Ça veut dire que les jouets n'étaient pas grossiers du tout. Ils reprenaient exactement les cotes et le design de ceux du film. Donc en fait, là, quand on regarde le T-Rex de près, on voit que c'est vraiment la copie conforme de celui à l'écran. Pareil pour le Triceratops, qui est un de mes préférés. Le design est vraiment de toute beauté. On a aussi le morceau qui s'arrache ici. Et celui-là, quand on lui appuie sur les côtes, il lève la tête. Alors pour les humains, ils sont partis un peu plus... comment dire, ils se sont laissés aller un peu plus. On en a comme Ian Malcolm, évidemment, qui sont assez fidèles à ce qu'on voit à l'image. Et puis il y en a d'autres, comme Denis Nedry, le méchant du film, enfin, le traître du film, où là, on comprend pas trop, ils lui ont mis une espèce de lance-flamme. Et niveau design, ça ressemble vaguement à ce qu'on voit à l'image. Et il a un pistolet, enfin voilà. Les humains n'étaient pas forcément les mieux représentés dans cette ligne de jouets. On en a d'autres qui ressemblent un peu plus quand même, comme Alan Grant ou Lex. Et les véhicules, les fameux véhicules, la Jeep et l'Explorer, qui eux ont été vraiment très très bien reproduits. Là on a, donc de ce côté-là ils ont mis un lance-missile, des trucs qui sont pas du tout dans le film. Mais si on le prend de l'autre côté, on est vraiment sur un véhicule qui est très très proche du vrai véhicule Ford Explorer. D'ailleurs Ford avait payé, on ne sait pas combien, mais sûrement très cher pour que leur véhicule soit dans le film. C'était un placement produit déjà à l'époque. Et ça leur a sûrement servi parce que ça a été le 4x4 le plus vendu pendant des années aux États-Unis. Avec, comme dans le film, la bulle en plexiglas par laquelle le T-Rex peut manger les petits enfants. Et de ce côté-là, on a la Jeep, 3 Jeeps même. Alors, dans le film, on en voit 3, même 4 en fait.
Il y a celle de Denis Nedry, les deux qui arrivent au début du film, et celle qui se fait courser par le T-Rex. Donc là, on a une destruction possible du pare-brise par les dinosaures. Et petit détail assez marrant, il y a un siège qui sort sur le côté, donc avec un chasseur qui peut attraper les dinosaures. Là, on l'a plus, mais il y avait une espèce de lance avec une corde pour attraper les dinosaures. Et ça, c'était pas du tout dans le film, mais par contre, on va le retrouver dans Le Monde Perdu, dans le film, sur les véhicules des chasseurs. Donc c'est assez rigolo. Est-ce que les créateurs des véhicules du Monde Perdu se sont inspirés de la gamme de jouets Jurassic Park, ou est-ce que c'est une idée du premier film qui n'avait pas été portée à l'écran comme beaucoup de fois? Ça, on n'a pas encore la réponse. J'ai cherché, mais j'ai jamais trouvé la réponse à cette question. Et ici, caché bien en bas, on a les mêmes modèles de Talkie-Walkie que ceux utilisés dans le film. La seule différence dans le film, c'est qu'ils les ont peints en gris blanc cassé. Mais c'est des Motorola Saber 2. Et pareil, c'est assez compliqué à trouver. Là, j'ai eu de la chance de les choper sur eBay aux États-Unis avec carrément le rack de rangement et de chargement. Et de la même manière, les lampes torches qu'Ellie Sattler et Robert Muldoon portent quand ils cherchent les survivants sur le lieu de l'attaque du T-Rex. C'est du matos militaire à la base, ça vaut très très cher, même d'occasion. Et on a réussi à mettre la main sur 3 d'entre elles. Ça, c'est un phare au xénon en fait. Quand ça marche, quand vous éclairez avec, ça fait un faisceau lumineux qui peut éclairer sur apparemment plus d'1 kilomètre. C'est un truc de fou. Tu peux éclairer les avions avec. Jurassic Park, donc ça a aussi été des jeux vidéo. Le plus connu pour moi, évidemment, c'est celui de la Super Nintendo, qui était principalement un jeu en vue du dessus, en 3D isométrique. Enfin, c'était pas de la 3D, mais en tout cas en isométrique. Et on avait les parties tournées à l'intérieur des bâtiments, qui étaient en vue à la Doom, en vue à la première personne, et qui étaient assez affreuses à jouer. On vous montrera ça une prochaine fois, mais c'est voilà. C'est un jeu qui laisse des très bons souvenirs à ceux qui l'ont connu à l'époque, mais c'était loin d'être un jeu parfait. La Super Nintendo qui a connu quelques petits dégâts de jeunesse. Et on l'avait sur Game Gear. Pour ceux qui se souviennent, la Game Gear, c'était la console concurrente de la Game Boy qui consommait tellement de piles que tu avais une autonomie de 2 heures avec 6 piles. Donc assez limité comme usage si tu n'avais pas accès à une prise de courant. C'était ça la Game Gear. Je pense que l'écran est un peu trop petit pour qu'on puisse vous le montrer aujourd'hui. Mais le jeu était très très dur, très sympa mais très très dur. On a aussi acheté des répliques des casques Jurassic Park, qui sont encore une fois des répliques exactes. Et on peut voir la différence entre ça par exemple et ce qu'ils vendent chez Universal Studios. C'est pas vraiment la même. Donc là on est sur un jouet plus qu'une reproduction. Il y a une petite lumière qui s'allume, c'est rouge, c'est sympa. Mais sans commune mesure avec le vrai casque. Ah, et ça c'est un bout du vrai Ford Explorer qui a tourné dans le film, qui est à Universal Studios. Me demandez pas comment je l'ai eu, je vous le dirai pas. Mais c'est un bout de la vraie voiture. Hop là. Voilà, je pense que pour l'instant, on a terminé avec les produits dérivés sortis à l'époque. Donc moi, je vous propose de passer sur un petit quiz pour voir qui connaît bien le film et qui connaît bien l'envers du film aussi. Donc si vous êtes prêts, on va commencer ce quiz avec la première question qui porte sur Jeff Goldblum. Donc, qui a failli incarner Ian Malcolm à la place de Jeff Goldblum dans Jurassic Park. Donc, comme toujours, il y a un processus de casting et on a une sélection d'acteurs qui se réduit au fur et à mesure du processus. Et donc Jeff Goldblum n'était pas le seul prétendant pour jouer Ian Malcolm, mais on en avait plusieurs autres. Donc je vais vous donner 4 noms, et là-dedans, il n'y en a qu'un seul qui était prétendant et qui vraiment était dans les dernières... les callbacks, comme ils appellent, quand
quand ils éliminent au fur et à mesure les prétendants. Donc est-ce que c'était Tommy Lee Jones? Est-ce que c'était Gérard Depardieu? Est-ce que c'était Jim Carrey? Ou est-ce que c'était Harrison Ford? Contre toute attente, moi j'aurais dit Harrison Ford à la base. En fait, Harrison Ford, c'est pas Ian Malcolm qui l'a failli jouer. Harrison Ford, il a failli jouer Alan Grant. Encore une fois, un rôle à chapeau, ça lui serait bien allé, mais au final, Spielberg a dit non, c'est bon, on l'a assez vu, Harrison Ford, on va prendre quelqu'un d'autre. Non, celui qui a failli jouer Ian Malcolm, c'est Jim Carrey, contre toute attente. Et j'essaye d'imaginer à quoi le film aurait ressemblé si Jim Carrey avait joué dedans, sachant que c'était quand même l'époque de Jim Carrey où il jouait du Ace Ventura, du The Mask, enfin des trucs un peu très drôles mais très lourds. Je me dis peut-être que le film n'aurait pas été aussi... Enfin, le ton complet du film aurait pu changer, à mon avis, avec Jim Carrey. Maintenant, on va vous passer un son de dinosaure et vous allez nous dire quel est ce dinosaure. Je crois que c'est facile. On acquiesce derrière la caméra. Ça, c'était le T-Rex. Et non pas le Velociraptor sur laquelle porte notre prochaine question. Comment a été créé le cri de meute que pousse le Velociraptor? Je vais pas vous le doubler, mais c'est quand il se tient debout dans la cuisine et qu'il fait une espèce de... Voilà, je vous l'ai fait. Donc, comment est-ce que ce cri a été créé par les personnes qui ont fait le sound design? Est-ce que c'est en jouant du trombone? Est-ce que c'est Gérard Depardieu? Est-ce que c'est une otarie? Ou est-ce que ce sont des tortues en chaleur? Eh bien, ce sont des tortues en pleine copulation qui ont servi à faire ce son. Le responsable du sound design en a encore honte. Il dit que c'était effectivement très bizarre d'enregistrer des tortues en plein ébat. Il a fait ça dans un Waterworld. Enfin, les gens le voyaient faire, donc ils se disaient mais qu'est-ce qu'il fait ce gars avec ses gros micros autour de ces pauvres tortues. Mais voilà, donc il y a plein d'autres anecdotes sur les sons des dinosaures dans Jurassic Park, sur comment ils ont été faits. Le T-Rex qu'on a entendu juste avant, c'était un mélange d'un bébé éléphant et du chien, du petit Jack Russell du sound designer. Faut savoir qu'ils expliquent que plutôt que de prendre des sons de gros animaux que les gens auraient pu reconnaître assez facilement, ils ont préféré prendre les sons de petits animaux et les ralentir. Et en fait, le fait de ralentir le son crée une profondeur. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à ralentir la voix de quelqu'un, mais ça fait toujours flipper. Et ben, ils font pareil, donc ils prennent le son d'un petit chien et ça devient un grôlement énorme. Et c'est comme ça qu'ils ont créé la plupart des sons de tous les dinosaures de Jurassic Park, ces sons qu'on connaît et auxquels on les associe vraiment maintenant sans y réfléchir. Alors, on parlait de voitures avec les Kenner. On va vous montrer les deux voitures qu'on a là, puisque depuis tout à l'heure, vous voyez des bouts de capot. Patrick, je te rends ta caméra. Donc la Jeep sur laquelle, ça c'est quand même un truc que j'adore, le fait qu'on puisse baisser complètement le pare-brise. C'est, voilà, déjà pendant la Deuxième Guerre mondiale ça existait, et en vrai quand tu conduis avec, c'est assez ouf de conduire avec le vent dans la figure, c'est très très drôle et c'est très inhabituel, puisque maintenant on a l'habitude de voitures beaucoup plus encapsulées. Et donc ils ont utilisé des Jeep Wrangler. Là a priori il n'y avait pas de placement de produit, c'est juste parce que dans le bouquin ils parlaient de Jeep, donc ils ont pris des Jeeps. C'est des modèles 1992, c'est l'année où le film a été tourné. Dans le film, on en voit 4 au total, mais a priori, il n'y en avait même pas 4, ils faisaient juste que changer les numéros, puisque tu as des numéros sur chaque Jeep du parc. Et du coup, ils interchangeaient pour créer plus de Jeeps, mais a priori, il y en avait 3. Chacun avec une utilisation différente. Et là, on est sur le modèle qui se fait pourchasser par le T-Rex vers le milieu du film, avec Robert Muldoon au volant. Les particularités des Jeeps de Jurassic Park, elles sont équipées d'un treuil Ramsey modèle 6000. C'est introuvable aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on a acheté celle-là, parce qu'elle était équipée de tous les bons accessoires qui sont vraiment, vraiment très chiants à trouver. C'est facile de faire une réplique approximative, c'est beaucoup plus compliqué de faire une réplique à 100%, et celle-là, elle est vraiment à 100%. Là, on a les phares qui sont spécifiques à la version Sahara, pardon. C'est des Jeeps, le modèle, c'était une série spéciale Sahara qui était équipée de ces phares anti-brouillard. Et ce qui caractérise aussi le modèle Sahara, c'est ces sièges vert foncé avec
avec cette espèce de petite finition cuir au milieu, et ça, on ne sait pas à quoi ça sert, mais voilà, il y a une espèce de cordelette autour. Donc ça, c'est des sièges de Jeep Sahara. Si vous regardez Jurassic Park, vous verrez que c'est exactement comme ça que les Jeeps sont à l'intérieur, et avec ce code couleur extérieur sand beige, qui pareil a été très dur à trouver. Le problème, au cinéma, vous avez toujours en fait une colorimétrie qui change en fonction des besoins du monteur ou des envies du réalisateur, et Jurassic Park a une colorimétrie, surtout sur les DVD, assez bleue, ce qui donnait l'impression que les Jeeps étaient grises. On a toujours cru qu'elles étaient grises, et en fait non. Les Jeeps, on a vu des photos des vrais, et on les a vus aussi à Universal Studios, elles sont en fait cette espèce de couleur brune avec des bandes rouges. Pourquoi les bandes rouges? Dans le film, ils ne l'expliquent pas. Dans le bouquin, ils disent que c'est le seul moyen qu'ils ont trouvé pour pas que les Triceratops chargent les Jeeps, que ces bandes les effraient en fait et font que les dinosaures se tiennent à l'écart des Jeeps. Le logo, évidemment, qu'on retrouve toujours. Et ce modèle-là, qui n'a pas de capote dans le film, est équipé de 2 grosses boîtes qui permettent de ranger du matériel. Donc on imagine que c'est la voiture de l'homme à tout faire du parc. Et d'ailleurs, quand on voit le vétérinaire qui soigne le Triceratops, on voit sa Jeep au loin, qui a priori est la même, parce qu'on voit bien ces boîtes dessus. Donc ça n'a jamais été prouvé, parce qu'on la voit tellement de loin que même sur un Blu-ray, en grandissant l'image, on ne voit pas le numéro qui est sur le côté de la Jeep, mais on part tous du principe que c'est la même Jeep. On va passer sur le Ford Explorer. Je vais t'aider. C'est très pratique. Vivons dans un... Là, on est en 1993, on est câblé partout. Ford Explorer, on est sur des modèles 1991-1992. Donc c'était la première génération du Ford Explorer, qui est un véhicule révolutionnaire pour l'époque, puisque c'était le premier SUV grand public. Avant ça, il n'y avait que le Range Rover, mais qui était quand même assez spécifique. C'est le premier SUV, donc c'est le premier d'une longue lignée de véhicules qui ont pollué l'Amérique. Et il a quand même plein de choses qui, pour l'époque, sont incroyables, comme les sièges qui se rabattent à plat, des choses... Enfin voilà, on voit pas tout ça dans le film, mais c'est un véhicule qui, mine de rien, est très pratique au quotidien. Moi, je m'en suis servi pas mal, et on est vraiment bien à l'intérieur, et ça peut charger autant qu'un monospace. Pour le film, ils ont rajouté un pare-buffle, des feux longue portée. On a un dino qui nous en a mangé un. Ça, devant, c'est censé être ce qui suit le rail, puisque dans le film, les voitures sont automatisées. Et donc on a ce capteur qui suit les rails. En réalité, c'est juste un couvercle de batterie qu'on trouve dans les bateaux, et 2 espèces de sphères en plastique. Voilà, c'est du Hollywood. Tout est fait pour paraître cool de loin, mais dès qu'on met le nez dessus, on se rend compte de la supercherie. Ce qui est le plus compliqué, évidemment, sur cette voiture, si vous voulez en faire une réplique, c'est la couleur, puisque là, on est sur un véhicule qui a donc 3 couleurs, une base de jaune, avec un dégradé suivi de vert et suivi des griffes rouges. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a peint le bas de la voiture jaune, le haut de la voiture rouge, et après, on a mis des stickers à la forme des griffes, et on a repeint par-dessus en vert. Donc voilà, c'est pas un processus simple, c'est pas une peinture qui se fait très facilement, ni une peinture bon marché. Ensuite, évidemment, il vous faut les stickers. Ça, maintenant, ça se trouve à peu près partout. Il y a un club de propriétaires de véhicules Jurassic Park sur Internet, donc vous pouvez trouver absolument tout en 3 clics. Donc ça, c'est l'avantage. Il y a 5-6 ans, quand je l'ai créé, c'était pas pareil. Je pense qu'il va falloir des gens qui tiennent les câbles. Et donc l'intérieur, alors là, pour l'instant, nous, c'est un work in progress, on va l'améliorer. Ce qui manque, c'est évidemment, comme il y avait sur le jouet, le toit en plexiglas. On va l'installer là d'ici quelques mois, on va faire une belle vidéo dessus. Et on a également le tableau de bord du film qui est... là, vous voyez que c'est un tableau de bord classique. Et dans le film, en fait, il n'y a que la partie droite du tableau de bord qui est conservée. Et la partie gauche est une duplication de la partie droite. Donc il n'y a plus le tableau de bord puisque les gens ne sont pas censés la conduire. On a un aspect un peu plat comme on trouve ici à droite du tableau de bord sur le côté gauche. Et un écran au milieu avec la voix... qui explique tout le safari au fur et à mesure. Donc tout ça, c'est en cours chez nous, on va l'installer. Vous avez pu voir le manteau sur le dos de notre cher caméraman. Donc ici, on a également des répliques des imperméables du film. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est super cool parce que c'est iconique, en fait, c'est vraiment devenu iconique. C'est même à la mode, puisqu'en ce moment, c'est une couleur et un matériau qui commence à revenir. Donc si vous voulez être du dernier chic, allez sur eBay et achetez-moi ça. Je
Je pense qu'on peut envoyer la vidéo qu'on a filmée. On a fait une vidéo avec ces deux voitures parce qu'on s'est dit, ok, elles sont cool, mais laquelle en fait va la plus vite? Donc on a fait une course entre ces deux voitures et on a les images. Et voilà, donc je pense que vous avez compris que la Jeep est beaucoup plus rapide que le Ford Explorer. En réalité, le Ford a plus de chevaux, mais il pèse quasiment 2 tonnes. La Jeep fait 1 tonne 350 et elle a 140 chevaux. Mais elle est tellement légère que la motricité fait qu'elle s'envole plus vite. Donc, bon, on le refera pas, hein, parce que, encore une fois, l'Explorer, c'est un véhicule qui est quand même assez ancien et qui est connu pour avoir des boîtes de vitesse qui explosent facilement. Donc c'est quelque chose qu'on ne fera qu'une fois. Donc on a parlé un peu de tout ce qui se faisait dans le passé, de tout ce qu'on avait à l'époque sur Jurassic Park. Maintenant, on va parler un peu de ce qui peut se trouver sur le marché aujourd'hui. Donc on a ici quelques objets. On a une marque qui s'appelle Funko Pop, qui fait depuis quelques années déjà des personnages de pop culture, donc que ce soit du Harry Potter, du Game of Thrones, de tout. Et ils se sont attaqués assez récemment d'ailleurs à Jurassic Park, comme vous pouvez le voir pour le 25e anniversaire du film qui a eu lieu en 2018. Et donc là, on a Ian Malcolm dans sa position préférée, allongé avec la chemise ouverte. D'ailleurs, ils ont demandé à Jeff Goldblum pourquoi c'est devenu un mème depuis longtemps sur Internet, cette position où il est là complètement suant et dévêtu. Et en fait, lui-même ne se souvient pas, en bon Jeff Goldblum qu'il est. Il dit ouais, mais bon, on était censé être au Costa Rica, donc je me suis dit il doit faire chaud, mais il se souvient pas si c'est lui ou c'est Spielberg qui a demandé d'enlever la chemise. Mais voilà, c'est un moment qui est devenu culte. Je pense qu'il n'y a que Steven Spielberg qui le sait, mais personne ne lui a posé la question pour l'instant. Et là, ça c'est vraiment très cool. La Jeep, donc la même que la mienne avec les boîtes derrière et tout. Ils ont juste changé le numéro pour 18, je sais pas pourquoi, et ils ont mis Ellie Sattler au volant, alors que normalement c'est Muldoon. L'acteur qui joue Muldoon est mort, donc peut-être que c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu les droits, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, ils ont mis Ellie Sattler au volant de la Jeep. Donc tout ça, ça existe, c'est en magasin, vous pouvez vous le procurer. On a aussi le Alan Grant. Toute la série est franchement chouette, hein. C'est de la bonne qualité, alors faut aimer le style, mais si on adhère au concept, c'est vraiment chouette. On a aussi Matchbox, qui a créé des véhicules, ça fait même pas un an que ça existe, donc c'est assez cool. Ils ont fait toute la série aussi, que ce soit Jurassic Park, Jurassic World, donc maintenant ils appellent tout Jurassic World, ils ont essayé de compresser la franchise sous ce nom-là. Mais donc voilà, ils ont fait les voitures de Jurassic Park, mais vous avez les voitures de un peu tous les films qui sont chez Matchbox. Vous trouvez des choses qui ne sont pas faites par des marques, mais comme on a montré tout à l'heure les casques, vous avez des répliques faites par des fans, et ça c'est quand même un des plus beaux trucs qu'on a de Jurassic Park. Vous vous souvenez tous de la scène avec la canette et Denis Nedry, et donc on a bel et bien le même système que dans le film pour choper les embryons et essayer de gagner des millions. C'est vraiment un très très bel objet. Et ça, vous pouvez le trouver sur eBay ou sur Etsy. Celui-là, je le garde jalousement parce que maintenant, les canettes de Barbasol n'ont plus ce design-là sur les dernières. Ils ont changé depuis 1 an et demi, donc du coup, on ne peut plus en trouver. Maintenant, c'est des répliques, mais qui n'ont pas du tout la même forme, avec juste un sticker. Mais voilà, si vous avez de la chance, vous pouvez peut-être encore trouver sur eBay avec des vraies canettes de Barbasol d'époque. On a Iron Studio, qui est un créateur de props un peu haut de gamme, qui vient de sortir toute une gamme là, depuis 6-8 mois.
Donc là, on est sur un Vélociraptor au 1/10. Ils ont créé un diorama de toute la scène d'attaque de la cuisine avec les enfants et des Vélociraptors. Nous, on a juste pris pour l'instant le Vélociraptor et on va ouvrir ça tout de suite. Merci Patrick, c'est quand même plus pratique d'avoir ses deux mains pour faire ce genre de choses. Alors, attends, je sais plus, j'ai peur de le casser. Je sais plus dans quel sens il est. Et nous avons JB, invité d'honneur, qui rentre dans le champ. On est en train de unboxer un Vélociraptor en 1/10, si tu veux regarder. Ah, on est en neuf. Et voici, c'est magnifique. Je vous laisse admirer le niveau de finition. Donc ils ont beaucoup de produits sur Jurassic Park en ce moment, dont un énorme diorama de toute l'attaque du T-Rex avec les deux Ford Explorer. On l'a et on vous le montrera. Donc on les a pas ici, mais il y a aussi des produits de Mattel, de Lego, qui sont disponibles en Jurassic Park. Mattel a évidemment toute une série un peu équivalente à ce qu'on a vu tout à l'heure sur les jouets de 1993. Donc ils font sur Jurassic World, mais ils font aussi une collection sur Jurassic Park, avec des personnages un peu plus détaillés que ceux de l'époque. Lego, évidemment, ils ont tout plein de sets, dont le set de la porte de Jurassic Park avec le tyrannosaure. Et on a un jeu vidéo qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Jurassic World Evolution. Alors qui parle que de Jurassic World, dont on ne parle pas aujourd'hui. Mais ils ont sorti il y a quelques mois un add-on qui permet de retourner à Jurassic Park. Et là, c'est ça qui m'a convaincu d'acheter le jeu. On va regarder ça tout de suite. Donc là, on est sur Jurassic World Evolution. Et donc, quand vous allez dans Campagne, là, on est sur Jurassic World. Et là, hop, on est sur Jurassic Park. Donc c'est complètement fou. En fait, ils ont recréé toute une espèce de campagne solo où vous devez réparer Jurassic Park qui est tout pété et faire que tout remarche. Et franchement, c'est assez cool. Je me demandais jusqu'où ils iraient dans le délire, sachant que dans le jeu normal, les visiteurs se promènent avec des gyrosphères comme dans Jurassic World, il y a des monorails partout. Et non, là, dans l'add-on, ils ont créé... vous faites en fait votre chemin de rail pour les Ford Explorer et vous faites promener les gens dans l'île avec des Ford Explorer. Vous pouvez même monter dedans. Donc c'est assez ouf. Oh mon Dieu. Rien que de voir cette police de caractère, ça me file des frissons, là. Donc, sachant que ce jeu a la vraie voix de Jeff Goldblum, la vraie voix de Ian Malcolm. Là, on est sur un plan que connaissent bien tous ceux qui aiment le film. L'hélicoptère qui arrive à Isla Nublar. C'est carrément incroyable. Et ce n'est que le début, monsieur Finch, croyez-moi. Je ne vous croyais déjà pas à l'époque, John. Quelle joie de payer à nouveau pour vos remarques obscènes. Nous avons tous des doutes, John. Nous voulons y croire, mais il nous faut des garanties. Alors, quel effet ça fait de voir un dino pour la première fois? Oh, imaginez le début d'une histoire d'amour. C'est palpitant, enivrant, jusqu'à ce que sortent les crocs et les griffes. C'est un moment inoubliable qui aura laissé sur moi une trace indélébile. C'est pour cela que Jurassic Park ne doit pas échouer, Dr. Grant. Je veux que le monde entier partage cet émouvant souvenir. Je ne dirais pas non à une crise d'amnésie sélective pour ma part. C'est précisément la raison pour laquelle je vous ai invité à me rejoindre. La première tentative aurait sûrement été bien différente si je vous avais inclus plus tôt dans mon équipe. J'entends corriger mon erreur. Vous allez en avoir l'occasion, John. Plus important encore, nous allons donner à ces dinosaures une chance de vivre en harmonie avec le monde moderne. Aussi risquée et mal avisée cette entreprise soit-elle. Je vous prouverai à tous que c'est possible. Et Dr. Mais je suis en train de me rendre compte qu'on est en version française. Donc clairement, en version française, ils n'ont pas pris les doubleurs du film. Là, on vient d'entendre Jeff Goldblum, qui n'est pas le doubleur de Jeff Goldblum. Cabot. Ça, il y a moyen que ce soit la voix d'Alan Grant. Génial. Exactement ce dont on devrait se passer.
Il faut absolument qu'on vérifie l'info, est-ce que c'est les vraies voix ou pas, parce que ça me perturbe énormément. Voilà, donc là, il vous demande de reconstruire un héliport, de refaire tout un tas de trucs. Il paraît essentiel de commencer par déterminer un lieu Alors, d'arrivée. comment est-ce Nous qu'on fait pourrons ça? ensuite remettre en état les installations principales et l'avant-poste des gardes. Nous? Eh bien, plutôt vous, Dr. Grant. Vous et les docteurs... J'aurais mieux fait de reprendre ma sauvegarde, parce que là, il n'y a vraiment rien. Il faut tout Mais recommencer. rien de bien compliqué. Vous ne savez vraiment pas de quoi vous parlez, Cabot. Ah. Bon, là, du coup, on a 159 000 $. Et on gagne 159 000 $ par minute sans aucune dépense. Mais c'est parfait, en fait, faut rien toucher. Réparation nécessaire. Le problème, c'est qu'on n'a pas de Jeep pour aller réparer tout ça. Voilà, là, on a une vue globale de ce qui se passe. Donc, tout ce qui est rouge, c'est pété. Ah, là, on a des dinosaures qui se baladent. Ah, on a un dinosaure mort, ça, c'est pas bon. Et on a un raptor qui est en train de bouffer des gallimimus. Donc, vous pouvez voir, c'est vraiment très très bien fait. J'ai cru qu'il était mort, non, juste il fait un gros dodo après avoir mangé. Les graphismes, ils ont repris les codes couleurs du premier Jurassic Park sur les dinosaures. On est vraiment... Enfin, moi, la première fois que j'y ai joué, j'étais comme un fou de voir ça. On a carrément... Ils ont recréé l'enclos des raptors, qui est cassé exactement comme dans le film, là. Si vous voyez, la clôture, elle est pétée exactement au même endroit. C'est vraiment du bel ouvrage. Voilà, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va vous parler maintenant des actus autour de Jurassic Park. Donc, qui vient de commencer aux États-Unis, on l'a pas encore en Europe, mais ça devrait venir. Il y a un show Jurassic World Live. Donc, c'est pas tout à fait Jurassic Park, mais on est sur la franchise. Donc, un show live avec des dinosaures qui marchent au milieu de gens, un peu comme ils avaient fait avec Fast and Furious. On a le 3e film de Jurassic World qui est en tournage en ce moment même, qui a commencé il y a une semaine, si je dis pas de bêtises, réalisé par Colin Trevorrow. Et on a une news au niveau des attractions. Donc, il faut savoir que dans les parcs Universal à Orlando et à Los Angeles, il y avait un ride Jurassic Park dont on a parlé tout à l'heure. Ce ride, il vient de fermer il y a quelques mois. Et ils ont remplacé ça par un ride Jurassic World. Donc là, vous voyez à quoi ça ressemblait Jurassic Park avec l'ancien logo de la franchise. Et ils ont remplacé ça. Donc en fait, c'est toujours le même chemin. On est toujours dans un bateau qui se promène au milieu des dinosaures. Et il finit par se passer des trucs horribles. Et si on voit l'image d'après, on a donc voilà commencé maintenant. Ils ont remplacé certaines zones par des zones avec des écrans sur les côtés où on voit un mégalosaure qui passe. Ils ont fait en fait une sorte de réalité augmentée en mettant tout sous la nouvelle marque Jurassic World. Donc certains aiment, d'autres trouvent que c'était mieux avant. Mais bon, ça c'est toujours le dilemme avec les films qu'on aime d'une certaine époque. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut savoir vivre avec son temps. Voilà, c'est tout pour nous pour aujourd'hui. Merci d'être venus. La semaine prochaine, on va parler de Ghostbusters et il y aura aussi beaucoup de choses à dire. À bientôt.